Puis-je être votre jardinière en échange d'un plat ?» Quand le millionnaire a vu son visage, il a failli s'évanouir. Le ciel était gris au-dessus de Lyon, drapant les rues d'un voile humide et pesant. Claire, jeune femme à la silhouette fine, marchait à pas lents le long des trottoirs pavés, ses chaussures abîmées absorbant l'eau de la pluie récente. Son manteau, trop grand pour elle et râpé au coude, pendait comme une toile oubliée. Elle avait les joues creusées par la faim, les lèvres gercées, et dans ses yeux brillait une détermination que seule la misère la plus tenace pouvait entretenir. Depuis plusieurs jours, elle arpentait les quartiers en quête d'un petit travail, d'un geste de bonté, d'un signe que le monde pouvait encore lui tendre la main. Mais chaque porte restait fermée, chaque regard se détournait. Elle n'avait ni famille, ni papier, ni rien à offrir sinon ses bras et son courage. Ce jour-là, alors qu'elle longeait une avenue bordée de platanes centenaires, elle aperçut au bout d'une allée un portail noir en fer forgé, massif, encadré par des colonnes de pierre blanche. Derrière, un jardin luxuriant s'étendait à perte de vue, avec des haies parfaitement taillées, des massifs de fleurs en pleine floraison et des statues d'un autre temps. Au fond, entre les feuillages, elle distingua une demeure vaste et élégante, un manoir ancien dont les fenêtres reflétèrent la lumière terne du jour. Claire s'arrêta net. Ce n'était pas le genre de lieu où une fille comme elle avait sa place. Pourtant, une idée germa dans son esprit. Peut-être que les propriétaires avaient besoin d'une jardinière. Peut-être qu'ils accepteraient un échange, quelques heures de travail contre un repas chaud. Son estomac se noua à cette pensée. Elle s'avança vers le portail, ses doigts tremblants serrant la sangle de son sac en toile. Elle inspira profondément, puis appuya sur la sonnette, espérant qu'on lui ouvre. Un déclic résonna. Une caméra pivota vers elle. Quelques secondes plus tard, un homme en uniforme gris sortit d'une petite guérite à droite du portail. Il s'avança, méfiant, l'œil dur. « Que voulez-vous » demanda-t-il, sans agressivité mais sans chaleur non plus. Claire releva la tête, cherchant ses mots. « Bonjour, je ne veux pas déranger. Je cherche juste du travail. Je peux tailler les haies, nettoyer le jardin, ramasser les feuilles. Je ne demande pas d'argent, juste un peu de nourriture. » Le garde la dévisagea. Elle n'était ni agressive, ni droguée, ni dangereuse. Seulement pâle, épuisée, et trop jeune pour porter autant de misère sur ses épaules. « Attendez ici, » dit-il finalement, avant de disparaître dans la guérite. Claire resta figée devant le portail, le cœur battant à tout rompre. Était-ce une chance? Ou encore une porte qui allait se refermer? Elle se tortilla les doigts, observant les fleurs parfaitement entretenues à travers les barreaux. Elle se demandait quel genre de personne vivait dans un endroit si beau. Une famille, un vieux couple, quelqu'un de généreux. Les minutes s'étirèrent. Puis, soudain, le portail s'ouvrit dans un grincement lent. Claire fit un pas en arrière, surprise. Une silhouette apparut entre les buissons taillés. Un homme grand, à la posture droite, vêtu d'un costume sobre. Il avait des cheveux poivre et sel, un visage marqué par les années mais encore beau, presque sévère. Ses yeux, gris comme le ciel, se fixèrent sur elle. Claire sentit son souffle se bloquer. Elle rassembla son courage. « S'il vous plaît, je veux seulement un travail. N'importe quoi. Je n'ai rien mangé depuis hier matin. » L'homme ne répondit pas tout de suite. Il resta planté là, les bras le long du corps, les yeux rivés sur son visage. Quelque chose en lui vacilla. Claire le vit. Ses pupilles se dilatèrent. Il recula d'un pas, comme frappé par un souvenir brutal. « Claire » murmura-t-il, mais si bas que la jeune femme ne l'entendit pas. Elle baissa les yeux gênée. Peut-être avait-elle été trop directe. « Je peux m'occuper des rosiers ou nettoyer les allées. Je suis rapide, je vous le promets. » Le silence s'épaissit. Puis l'homme fit signe aux gardes de s'approcher. « Donnez-lui à manger. Qu'elle reste ici aujourd'hui, nous verrons demain. » Claire le remercia précipitamment, les yeux brillants, incapable de croire qu'on venait enfin de lui tendre la main. Tandis qu'elle suivait le garde, l'homme resta seul au portail, le regard encore figé sur la place qu'elle venait d'occuper. Quelque chose venait de s'ébranler dans le calme parfait du manoir de la cour. Le calme habituel du domaine de la cour venait d'être brisé par cette silhouette tremblante, cette voix trop douce pour le froid du monde extérieur. Marc de la cour, figé devant le portail ouvert, fixait la jeune fille qui s'éloignait vers la dépendance où elle recevrait son repas. Son cœur battait à une cadence désordonnée, comme s'il venait d'apercevoir un fantôme échappé du passé. Il tenta de reprendre le contrôle de sa respiration,
mais son regard restait ancré sur les traits de Claire. Quelque chose en elle, cette mâchoire, cette façon de froncer les sourcils quand elle parlait, ce timbre de voix incertain, cela résonnait au plus profond de lui comme une musique qu'il n'avait pas entendue depuis des décennies. Il ne comprenait pas encore ce qu'il voyait, mais il sentait que cette rencontre n'était pas fortuite. Il se détourna lentement, le regard troublé, et rentra dans la maison, laissant derrière lui le portail ouvert, battant légèrement sous le vent. Claire, quant à elle, marchait dans un état second. Elle n'aurait jamais imaginé que sa supplique, aussi humble soit-elle, serait entendue par un homme si riche, dans un endroit aussi majestueux. Tout était si différent de la rue. L'herbe tondue à la perfection, les arbres centenaires bordant les allées comme des gardiens silencieux, le silence habité par le bruissement des feuilles, tout respirait une forme de paix qui lui semblait étrangère. Elle suivit le garde jusqu'à une petite dépendance en pierre claire. À l'intérieur, une femme à la mine sévère lui tendit une assiette. Pain frais, soupe fumante, un morceau de fromage. Claire se jeta presque dessus, remerciant d'un hochement de tête, incapable de prononcer un mot tant la faim la tenait. Elle mangea lentement, savourant chaque bouchée comme si c'était un festin, pendant que la femme la regardait avec une curiosité prudente. Pendant ce temps, Marc traversait les couloirs de sa demeure. Les pas lourds, il grimpa les escaliers, entra dans son bureau et ferma la porte derrière lui. Il se dirigea sans réfléchir vers l'étagère de chêne, celle où dormaient des souvenirs qu'il avait enfermés à double tour dans sa mémoire. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il poussait quelques livres pour attraper un cadre photo caché. Il s'assit dans son fauteuil, posa l'image sur ses genoux et la contempla en silence. La photo montrait une fillette d'environ 3 ans, aux cheveux châtains et aux yeux vastes et brillants. Elle riait dans les bras d'une femme aux traits doux et au sourire fatigué. Le cliché était ancien, un peu jauni, mais les traits de l'enfant étaient encore nets. Marc sentit sa gorge se nouer. Cet enfant, c'était Claire, ou plutôt c'était elle qui ressemblait à Claire, à s'y méprendre, la même expression, les mêmes fossettes. Mais c'était impossible, pensait-il. Cela ne pouvait pas être elle. Il avait vu cette image des milliers de fois. Il connaissait par cœur ce visage qu'il avait perdu il y a plus de 20 ans. Il avait appris à vivre avec ce vide, à étouffer les souvenirs pour continuer à avancer. Et voilà qu'une étrangère, surgie de nulle part, le ramenait à ce gouffre béant. Il posa la photo sur le bureau et se leva, incapable de rester en place. Une tempête de pensées l'assaillait. Et s'il se trompait? Et si ce n'était qu'une ressemblance fortuite? La ville en était pleine, après tout. Et pourtant, une voix sourde en lui murmurait que ce n'était pas une coïncidence. Claire, après avoir terminé son repas, proposa timidement de travailler comme promis. La femme, un peu attendrie par sa politesse, la mena vers les serres situées derrière la maison. Là, elle put laver les outils de jardin, ramasser les feuilles mortes et nettoyer les rebords moussus des fenêtres. Chaque geste était fait avec soin. Chaque mouvement révélait son désir de bien faire. Elle ne voulait pas qu'on la chasse. Pas encore. En fin d'après-midi, alors que le soleil déclinait derrière les grands arbres, Marc l'observait depuis l'une des fenêtres du manoir. Il la vit penchée sur un buisson de lavande, les mains couvertes de terre, les cheveux épars autour du visage. Il s'attarda sur ses gestes, sur la façon dont elle se mordait la lèvre quand elle se concentrait. Il y avait quelque chose de profondément familier, et cela l'effrayait autant que cela le fascinait. Il resta ainsi un long moment, sans parler, sans bouger. Son esprit luttait entre le rationnel et l'instinctif. Il avait connu des hallucinations de douleur, des mirages de souvenirs trop lourds à porter. Mais là, c'était réel. Elle était là, vivante, respirante, et chaque seconde à la regarder renforçait cette intuition folle qui grandissait en lui. Lorsque la nuit tomba, Claire fut autorisée à dormir dans une petite chambre du personnel. Elle n'avait rien d'autre qu'un vieux pyjama que la femme lui avait prêté et une couverture râpeuse. Pourtant, allongée sur ce lit simple, elle sentit une paix étrange s'installer. Le ventre enfin plein, les muscles détendus, elle ferma les yeux sans crainte. Marc, quant à lui, ne trouva pas le sommeil. Il se leva plusieurs fois, erra dans les couloirs, ouvrit et referma des tiroirs, prit et reposa cette photo encore et encore. À chaque fois qu'il la regardait, le visage de Claire se superposait à celui de la fillette. Une seule question tambourinait dans son esprit, obsédante. Et si c'était vraiment elle? Et si la vie lui offrait une deuxième chance? Le matin suivant,
Les rayons pâles du soleil filtrèrent à travers les rideaux épais du manoir de la cour, projetant des lignes dorées sur les murs silencieux. Claire, encore enveloppée par la fatigue des jours d'errance, ouvrit les yeux lentement dans cette chambre sobre mais propre, où elle avait dormi d'un sommeil profond pour la première fois depuis des semaines. Son corps, bien qu'engourdi, ne criait plus famine. Une chaleur douce subsistait encore sur ses joues, souvenir lointain de la soupe d'hier soir. Elle se leva sans bruit, passa de l'eau sur son visage à l'évier de la petite salle attenante et attacha ses cheveux d'un geste automatique. Elle ne savait pas si elle pouvait rester ici, mais elle ne voulait pas attendre qu'on la renvoie. Pendant qu'elle s'habillait, au rez-de-chaussée, Marc se trouvait déjà dans son bureau, assis depuis l'aube. Il n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Sa main droite caressait distraitement le bord d'un vieux cadre photo, tandis que ses pensées tournaient en boucle. Il avait ressorti toute une boîte de souvenirs, oubliée dans un placard fermé à clé depuis plus de 20 ans. À l'intérieur, des objets de la petite, quelques dessins d'enfants, une paire de chaussons de laine et surtout des photos. Il en avait posé plusieurs sur le bureau, les comparant aux traits de la jeune fille qui, la veille, avait demandé un simple morceau de pain au portail de sa demeure. Sur l'une des images, la petite Claire riait dans une robe à fleurs, assise sur une balançoire. Un cliché pris un été, peu avant sa disparition. Il y avait ce regard curieux, cette lumière dans les yeux que Marc avait cru oublier, mais qu'il avait reconnu instantanément hier, comme une brûlure au fond du cœur. Il ne pouvait plus ignorer l'évidence. Les similitudes étaient trop nombreuses. Ce n'était pas une simple ressemblance passagère, ni une coïncidence cruelle du destin. Tout en elle, des gestes jusqu'à l'intensité du regard lui rappelaient sa fille. Pourtant, il ne disait rien. Il avait trop peur de parler et de tout détruire, de briser ce fil mince et fragile qui les liait déjà. Il voulait comprendre, mais aussi protéger, observer sans effrayer. Et surtout, il devait vérifier. Il n'était plus un homme impulsif. La douleur l'avait endurci. Son empressement autrefois l'avait mené à des décisions qu'il regrettait encore. Alors maintenant, il se contentait de la regarder à distance, d'écouter ses mots, d'épier ses silences. Claire, de son côté, retourna dans le jardin, suivant les instructions de la femme qui lui avait donné à manger la veille. Elle passa la matinée à désherber les allées pavées et à arroser les plantes des serres. Elle faisait preuve d'un soin presque excessif, comme si le moindre détail mal fait pouvait lui valoir l'expulsion immédiate. Tout dans cet endroit respirait l'ordre, le contrôle, et elle n'osait perturber cet équilibre. En fin de matinée, en rangeant un seau près du vieux cabanon, elle s'autorisa à lever les yeux vers la grande maison. Derrière l'une des fenêtres du premier étage, elle crut apercevoir la silhouette de Marc, qui l'observait en silence. Elle détourna rapidement le regard. Il y avait dans ses yeux quelque chose d'étrange, une intensité presque douloureuse. Il ne lui avait pas adressé un mot depuis la veille, mais sa présence pesait dans l'air. Lorsque l'heure du déjeuner arriva, on lui apporta une assiette modeste, qu'elle mangea dehors, assise sur un banc de pierre face à un massif de rosiers. Elle s'y sentait un peu moins étrangère. Le parfum des fleurs, le chant discret des oiseaux, le silence interrompu seulement par le souffle du vent. Tout cela formait un cocon éphémère, presque apaisant. Après le repas, elle demanda s'il y avait d'autres tâches à accomplir. On lui indiqua un vieux galetas au fond du terrain, un abri à outils dont personne ne s'occupait depuis des années. Elle s'y dirigea avec une brouette et un balai, déterminée à le nettoyer de fond en comble. À l'intérieur, l'odeur de bois humide et de poussière ancienne la frappa. Elle ouvrit les fenêtres pour aérer, déplaça les pots de peinture vides, balaya les feuilles mortes et empila les outils rouillés contre un mur. C'est alors que, derrière une vieille étagère branlante, elle aperçut une petite boîte de métal cabossée, couverte de toiles d'araignée. Intriguée, elle l'attrapa avec précaution et l'ouvrit. À l'intérieur, des objets sans grande valeur, sauf un petit collier d'enfant brisé en deux, avec un nom gravé, Claire. Son souffle se coupa. Ses mains se mirent à trembler. Elle plongea dans sa poche et en sortit un pendentif identique, qu'elle avait toujours eu avec elle, sans jamais savoir d'où il venait. Ce collier, elle le portait comme un talisman, un souvenir flou d'une époque antérieure à toute mémoire. Il était brisé à l'identique, comme deux pièces d'un même puzzle. L'émotion la submergea si brutalement qu'elle dut s'asseoir sur une caisse vide pour ne pas tomber. Tout en elle vacilla. Comment ce collier pouvait-il se trouver ici?
Pourquoi portait-elle l'autre moitié depuis toujours? Quelle était cette vérité enfouie qu'elle touchait enfin du doigt? Elle resta là de longues minutes, les deux morceaux dans les mains, l'esprit assailli de questions pour lesquelles elle n'avait aucun mot. À l'intérieur de la maison, Marc ferma lentement la boîte de souvenirs qu'il avait laissée ouverte sur son bureau. Il décida qu'il devait parler à quelqu'un. Pas à Claire, pas encore, mais à quelqu'un qui avait été témoin du passé. Il quitta le bureau, traversa le jardin et alla vers la remise où travaillait Jacques, le jardinier en chef, présent dans la maison depuis plus de 30 ans. Pendant ce temps, Claire, encore bouleversée par sa trouvaille, rangea le collier dans sa poche. Elle ne voulait pas que quelqu'un le voie. Pas encore. Elle avait besoin de comprendre, seule. Mais dans son cœur, une certitude étrange se formait lentement. Elle n'était pas arrivée ici par hasard. Ce lieu, ce jardin, ce collier, tout était lié à quelque chose d'ancien, de perdu, et peut-être enfin retrouvé. Le vent soufflait doucement sur le domaine de la cour, agitant les branches feuillues des arbres centenaires et portant jusqu'aux oreilles de Marc le chant lointain d'un merle solitaire. Debout à la fenêtre de son bureau, il observait la silhouette de Claire, qui avançait lentement le long de l'allée en gravier, une brouette rouillée devant elle et un râteau posé en travers de ses bras. Sa démarche, légère mais décidée, portait en elle quelque chose de profondément troublant. Marc n'arrivait pas à détacher ses yeux de cette image, comme s'il risquait de perdre une réponse s'il clignait des paupières au mauvais moment. Il revoyait cette scène encore et encore, elle debout devant le portail, le regard suppliant, les traits émaciés, la voix tremblante demandant simplement un peu de pain. Et ce prénom, Claire. Il savait que cela pouvait n'être qu'un hasard. Des centaines, des milliers de filles portèrent ce nom en France. Mais l'objet trouvé dans l'abri à outils, le visage si semblable à celui de l'enfant disparu, et maintenant ce comportement naturel, presque intuitif dans ce jardin qu'elle ne connaissait pourtant pas, tout cela formait un faisceau de signes qui refusait de se dissiper. Depuis la veille, Marc se surprenait à errer dans sa propre maison comme un étranger, incapable de se concentrer sur ses affaires, sur les appels incessants de ses associés ou sur les projets en cours. L'entreprise pouvait bien attendre. Il avait l'impression de marcher au bord d'un précipice entre folie et révélation. Son esprit logique, celui d'un homme d'affaires habitué aux chiffres et aux décisions froides, lui criait d'attendre, de ne pas tirer de conclusions hâtives. Mais quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus viscéral le poussait à croire. Ce doute, lentement, le rongeait. Claire, elle, avançait dans cette propriété avec prudence. Elle n'osait pas trop s'éloigner du jardin ou parler sans qu'on lui adresse d'abord la parole. Les rares membres du personnel qu'elle croisait la regardaient avec une curiosité feutrée, mais personne ne la traitait mal. Au contraire, un respect silencieux semblait entourer sa présence, comme si elle appartenait à un monde qu'elle-même ne pouvait encore comprendre. Pourtant, cette sensation d'étrangeté ne faisait que croître. À chaque détour de haie, chaque sentier de pierre qu'elle empruntait, une impression sourde s'imposait en elle, celle d'avoir déjà vu tout cela, de le connaître. Ce n'était pas une simple impression, une ressemblance fugace. C'était comme si sa mémoire, longtemps ensevelie, se réveillait en frémissant. Par moments, elle s'arrêtait, regardait autour d'elle et croyait entendre des éclats de voix d'enfants, des rires éteints, des appels lointains. Elle se disait que c'était la fatigue, que son esprit jouait des tours à force de misère et d'épuisement. Mais lorsqu'elle posait la main sur les pierres chaudes du mur ou qu'elle s'asseyait sous le vieux chêne à l'arrière du jardin, elle sentait un frisson étrange, comme si elle touchait un souvenir enfoui. Marc avait tenté en début d'après-midi de croiser Claire sous prétexte de superviser le travail. Il s'était approché alors qu'elle nettoyait les feuilles mortes sous un magnolia en fleurs. Il avait lancé une remarque sur l'état du sol, mais ses mots étaient sortis maladroits, hésitants, presque tremblants. Elle avait levé les yeux, surprise de l'entendre lui parler directement. Son regard s'était planté dans le sien avec une intensité troublante. Il avait alors remarqué un petit mouvement involontaire. Elle penchait légèrement la tête vers la gauche, exactement comme sa fille le faisait autrefois lorsqu'elle écoutait attentivement. Il avait alors détourné les yeux, s'excusant brièvement avant de s'éloigner. Cette rencontre avait ravivé son trouble. De retour dans son bureau, il s'était assis, les coudes sur le bureau, le front contre ses paumes. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer ainsi. Il lui fallait une réponse claire, tangible, et il savait où la chercher.
Il appela immédiatement un médecin de confiance, lui demanda de venir discrètement au manoir. Sans mentionner Claire, il expliqua qu'il avait besoin de faire analyser un échantillon de cheveux à des fins privées. Le médecin, habitué à la discrétion du vieil homme, accepta sans poser de questions. Une fois l'appel terminé, Marc se leva, descendit à l'étage du personnel et se rendit dans la buanderie. Il fouilla parmi les vêtements que Claire avait laissés sur un banc, trouva une mèche accrochée à un peigne, l'enroula dans un mouchoir de tissu blanc et la glissa dans une enveloppe. Il referma le tout avec un soin presque religieux. La tension dans sa nuque s'était accentuée. Il savait que ce test allait changer sa vie. Il fallait compter quelques jours. Jusque-là, il ne devait rien laisser paraître. Claire, de son côté, avait décidé de ne pas quitter le domaine tout de suite. Quelque chose l'attirait ici, comme un aimant silencieux. Les autres jours de sa vie avaient toujours été dictés par la nécessité. Trouver de quoi manger, éviter le froid, survivre. Mais ici, pour la première fois, elle ressentait un fil ténu, presque invisible, qui la reliait à quelque chose de plus profond, plus ancien que le besoin, peut-être même à une identité. Elle ne voulait pas partir, tant qu'elle n'avait pas compris ce qu'elle cherchait. À la tombée du jour, elle resta assise seule au bord du petit bassin à poissons, les genoux ramenés contre la poitrine. L'eau reflétait le ciel d'un bleu sombre et quelques lucioles commençaient à apparaître. Elle repensa au collier, aux traits de l'homme qui l'avait regardé comme on regarde un rêve qu'on avait perdu. Elle ne savait pas pourquoi son cœur battait si vite lorsqu'elle pensait à lui. Il y avait dans ce domaine une douleur palpable, ancienne, qu'elle ne comprenait pas encore mais qui semblait lui parler en silence. Marc l'observait encore, de loin. Il se retenait de courir vers elle, de la prendre dans ses bras, de crier ce qu'il ressentait. Mais il avait appris la prudence à la dure. Il fallait attendre, encore un peu. Le doute rongeait son âme, mais l'espoir, lui, recommençait à respirer. Le lendemain matin se leva avec une lumière timide, filtrée par un voile nuageux qui rendait le ciel laiteux et silencieux. Dans les allées du jardin, les gouttes de rosée formaient une fine couche miroitante sur les feuilles. Claire, réveillée tôt comme à son habitude, était déjà dehors, munie d'un sécateur et d'un panier en osier qu'elle utilisait pour collecter les branches mortes et les fleurs fanées. L'atmosphère était paisible, presque irréelle. Malgré l'incertitude qui l'habitait, elle se sentait étrangement à sa place, comme si ses gestes, ses pas, son regard, tout avait été conçu pour cet espace qu'elle ne connaissait pourtant que depuis quelques jours. Elle avançait entre les haies, absorbée par sa tâche, quand elle atteignit le vieux cabanon au fond du jardin, celui qu'elle avait nettoyé la veille. Quelque chose l'y attira de nouveau. Peut-être une intuition ou simplement ce malaise persistant que provoquait en elle la découverte du collier brisé. Elle se souvenait très clairement du moment où elle avait ouvert la boîte rouillée, du froid soudain qui avait envahi sa poitrine en voyant le nom Claire gravé sur le bijou. Depuis, elle n'avait cessé d'y penser. Poussée par une impulsion qu'elle ne contrôlait pas, elle retourna dans le cabanon. La lumière y était faible, filtrée par les carreaux ternis par le temps. Elle s'agenouilla près de l'étagère où elle avait trouvé la boîte et passa ses doigts sur les planches de bois, comme si elle pouvait y lire une histoire oubliée. Elle sortit de sa poche le collier qu'elle portait depuis toujours, enroulé dans un morceau de tissu. Elle le déplia et le posa à côté de celui trouvé dans la boîte. Les deux moitiés, l'une depuis toujours en sa possession, l'autre surgie du passé, s'imbriquaient parfaitement. La coupure, irrégulière, dessinait une ligne exacte entre les deux pièces, comme si elles n'avaient jamais été séparées. Elle resta là, figée, les deux morceaux devant elle. Le souffle court, les yeux grands ouverts, elle ne parvenait pas à détourner le regard. C'était plus qu'une coïncidence, c'était une clé, une réponse silencieuse à une question qu'elle n'avait jamais su formuler. Elle avait toujours cru que ce bijou n'était qu'un souvenir transmis dans les foyers où elle avait grandi, un reste de quelque chose sans origine claire. Mais le voir complété, ici, dans ce lieu si inconnu et pourtant si intime, faisait trembler toutes les certitudes qu'elle avait construites pour survivre. Soudain, elle entendit un bruit à l'entrée du cabanon. Elle se leva brusquement et rangea les colliers dans sa poche. Jacques, le vieux jardinier à la barbe blanche et aux mains rugueuses, entra en essuyant ses bottes sur le seuil. Il leva les yeux vers elle, surpris. « Tu es déjà là ?» murmura-t-il, en posant un sac de terreau près de la porte. Claire hocha la tête, mal à l'aise. Elle hésita puis se lança, incapable de garder cela pour elle plus longtemps. « Monsieur Jacques,
J'ai trouvé quelque chose ici. Un collier. Il y a un prénom gravé dessus. Le mien. Elle sortit lentement le bijou de sa poche, en montra un morceau puis l'autre. Les yeux du vieux jardinier s'écarquillèrent. Il s'approcha, se pencha vers les objets qu'elle tenait dans ses mains. Lorsqu'il reconnut le collier, son visage perdit toute couleur. Il s'écarta d'un pas, la bouche entr'ouverte. « Ce collier, murmura-t-il. Je l'ai vu. Il appartenait à la fille du maître. À Claire. » La jeune femme sentit son cœur se serrer. Elle tenta de comprendre, mais Jacques secoua la tête, comme pris de panique. Il recula, passa une main tremblante sur son front et détourna le regard. « Je ne devrais pas parler de ça. Mais vous avez dit qu'il appartenait à la fille du propriétaire. Elle s'appelait Claire? Oui, elle a disparu il y a longtemps, balbutia-t-il. Trop longtemps. Personne n'en parle ici. On fait comme si elle n'avait jamais existé. » Il s'arrêta, regarda la jeune fille dans les yeux, puis détourna à nouveau le regard. « Tu ne devrais pas remuer le passé, ma petite. Le silence a été choisi. Par douleur. Par honte, peut-être. Ce n'est pas à moi de parler. » Claire tenta de le retenir, mais il secoua la tête avec insistance et sortit du cabanon sans un mot de plus. Elle resta seule, le cœur battant, les mains toujours serrées sur les deux moitiés du collier. Elle sentait que quelque chose d'immense se jouait ici, que chaque instant passé dans ce lieu la rapprochait d'une vérité qu'elle redoutait autant qu'elle désirait. Le reste de la journée, elle travailla en silence, l'esprit ailleurs. Marc ne se montra pas. Elle en fut soulagée et frustrée à la fois. Elle avait 1000 questions à poser, mais elle ne savait par où commencer. Le soir venu, elle resta longtemps dans le jardin, près du vieux chêne. Elle y ressentait une présence étrange, comme si le vent lui soufflait des souvenirs qu'elle n'avait jamais vécus consciemment. Dans sa chambre, elle ressortit les 2 morceaux du collier, les observa encore et encore. C'était réel. Ce n'était pas un rêve, ni une illusion. Ces objets, ces lieux, ces visages, tous formaient un puzzle que le destin avait lentement commencé à assembler. Une partie d'elle voulait tout fuir, reprendre la route, retourner à l'anonymat et à la solitude qu'elle connaissait si bien. Mais une autre, plus forte, l'obligeait à rester. Elle sentait que ce lieu, cette maison, cet homme au regard hanté, détenait les réponses à des questions qu'elle n'avait jamais osé poser. Au même moment, dans la pénombre de son bureau, Marc tenait entre les mains l'enveloppe contenant l'échantillon de cheveux. Il l'avait remise au médecin en fin de journée. Le test serait fait. Il aurait une réponse. Et cette réponse pourrait tout changer. Le ciel s'assombrit ce matin-là plus tôt que d'habitude. Une lourde couverture nuageuse pesait sur les toits de la propriété de la cour, donnant au jardin une teinte d'ombre permanente. Claire, réveillée avant même que le premier rayon de lumière perce les rideaux de sa chambre, descendit dans la cour avec une détermination inhabituelle. Elle n'avait pas trouvé le sommeil. Le visage pâle de Jacques, sa voix tremblante, ses paroles interrompues par la peur, tout cela résonnait encore dans sa tête comme une chanson inachevée. Le collier, qu'elle gardait désormais toujours avec elle, semblait devenir plus lourd à chaque heure passée. Elle savait qu'il en savait plus. Elle avait vu dans ses yeux quelque chose de profond, une certitude contenue, une mémoire douloureuse. Et aujourd'hui, elle voulait des réponses. Elle passa rapidement par la cuisine pour attraper une pomme, puis se dirigea vers les serres, là où Jacques avait l'habitude de commencer sa journée. Elle le trouva penché sur une plate-bande, en train de replacer une bordure de pierre. Ses gestes étaient lents mais précis. À son âge, il avait appris à respecter le rythme de la terre, à ne jamais forcer ce que le temps seul pouvait accomplir. Claire s'approcha sans bruit. Elle resta un instant à l'observer, le souffle suspendu, puis dit doucement « Je sais que vous ne voulez pas parler, mais je ne peux pas continuer comme ça. » Jacques ne se retourna pas tout de suite. Il termina d'aligner une dernière pierre, se redressa lentement et s'essuya les mains sur son tablier en toile. Puis seulement alors, il tourna la tête vers elle. Son visage était grave, mais moins fermé que la veille. Il la regarda longuement, comme s'il pesait chaque mot qu'il s'apprêtait à prononcer. « Tu as vu le collier, dit-il enfin, et tu portes l'autre moitié. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas ?» Claire hocha la tête, les lèvres pincées. « Depuis que je suis toute petite, j'ai ce morceau. Je ne sais pas d'où il vient, personne ne m'a jamais dit. Il était dans une couverture, avec moi, quand j'ai été abandonnée à l'orphelinat. » Un silence épais tomba entre eux.
Les oiseaux eux-mêmes semblaient retenir leur chant. Jacques prit une profonde inspiration et ses épaules s'affaissèrent. Ce collier, c'est moi qui l'ai trouvé, le jour où elle a disparu. Claire fronça les sourcils. Disparu? Vous parlez de la fille du propriétaire. Jacques acquiesça lentement. Il y a bien des années, une nuit d'automne, un cri a réveillé toute la maison. La mère de la petite, une femme douce mais fragile, avait quitté le manoir avec l'enfant, sans prévenir, sans laisser de lettres. Marc était à Paris pour affaires. Quand il est revenu, elles étaient déjà loin. Il baissa les yeux, comme s'il revivait ce moment. J'ai fouillé les environs pendant des jours. Je connaissais chaque coin du domaine. Et c'est dans le vieux galetas que j'ai trouvé un petit objet au sol près de la porte. Le collier, brisé, une moitié seulement. J'ai cru que c'était un accident, un oubli. Je l'ai gardé, en silence, par loyauté, par peur aussi. Le maître était un homme détruit. Il ne parlait plus, il ne dormait plus. Il a tout essayé, la police, les détectives, les annonces. Mais rien. Elles avaient disparu. Claire sentit ses jambes faiblir. Elle s'assit sur une pierre basse, face à Jacques. « Et vous n'avez jamais parlé de ce collier à personne ?» « Non. Qui aurait cru qu'un simple bijou pouvait encore avoir un rôle à jouer ? Jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce que je voie ton visage. » Il s'approcha d'elle, posa sa main calleuse sur l'épaule de la jeune femme. « Tu lui ressembles tant. La même lueur dans les yeux, la même façon de marcher dans les allées. Ce n'est pas seulement ce collier, c'est tout en toi, chaque geste, chaque silence. » Claire se mit à trembler. Elle comprenait à présent que ce qu'elle ressentait depuis qu'elle avait passé le portail n'était pas une illusion. Ce sentiment de familiarité, cette douleur enfouie dans les murs de la maison, tout cela avait une origine réelle. Elle n'était pas une étrangère ici. Elle appartenait à cet endroit d'une manière qu'elle n'avait jamais soupçonnée. « Je dois parler à Marc, dit-elle enfin. Il doit savoir. » Jacques secoua lentement la tête. Il sait déjà. Ou du moins, il le sent. Il n'a pas dit un mot depuis ton arrivée. Mais je l'ai vu, il t'observe. Il est en train de se reconstruire, morceau par morceau. Il a envoyé une mèche de cheveux pour une analyse. Il veut être certain avant de croire, il a trop souffert. Claire resta figée. Elle ne s'était pas attendue à ça. Un test, une vérité scientifique. Elle comprenait son besoin, mais une part d'elle se révoltait. Elle aurait voulu que la reconnaissance soit instantanée, instinctive, qu'un père sente sa fille comme elle sentait en elle la trace invisible de cette maison. « Et vous » murmura-t-elle, « qu'est-ce que vous croyez ?» Jacques leva les yeux vers elle, avec une gravité presque paternelle. « Je n'ai jamais été croyant, mais aujourd'hui je crois en toi. » Il se leva, se dirigea vers la serre, reprit ses outils. Claire resta seule sur la pierre, le regard perdu entre les fleurs. Une émotion nouvelle montait en elle, mêlant tristesse, espoir et peur. Elle savait que rien ne serait plus jamais comme avant. Ce domaine, cette famille, ce passé oublié, tout revenait à elle avec une force irrésistible. Et dans la maison, Marc, assis devant la grande fenêtre du salon, contemplait les jardins d'un œil lointain. Il savait que la vérité approchait, et il n'était pas sûr d'être prêt à l'affronter. Depuis plusieurs jours, le manoir semblait enveloppé d'une tension diffuse, invisible, mais palpable dans chaque recoin, dans chaque regard évité, dans chaque silence prolongé. Le personnel, discret et bien formé, évitait de poser des questions, mais chacun percevait que quelque chose d'inhabituel se tramait. Marc, habituellement si rigide dans ses habitudes, avait rompu avec sa routine millimétrée. Il ne lisait plus les journaux à l'aube, n'appelait plus ses partenaires d'affaires avant le déjeuner et ne participait plus aux réunions prévues depuis des mois. Sa vie, jadis guidée par une précision horlogère, avait cédé la place à une attente fébrile. Le test de paternité avait été lancé en secret. Le médecin de confiance, après avoir reçu l'échantillon, s'était engagé à livrer les résultats dans un délai très court. Marc ne cessait de vérifier son téléphone, ses mails, même ses pensées, comme si une réponse pouvait surgir de l'air ambiant. Pourtant, au lieu de s'enfermer dans son bureau ou de fuir cette incertitude, il avait fait un choix inattendu. Il décida de s'approcher de Claire, lentement, méthodiquement, avec la même prudence qu'un archéologue découvrant un vestige ancien. Il l'observait sans que cela soit oppressant, prêtait attention à ses gestes, à ses réactions, à ses silences surtout. Il engageait parfois de courtes conversations, prétextant un conseil sur les plantes ou un commentaire sur l'entretien du jardin. Claire, prudente au début, commença à répondre d'abord timidement,
puis avec plus d'assurance. Entre eux, un fil ténu s'était tendu, une forme de dialogue sans mots définitifs, mais chargé de sous-entendus et d'émotions enfouies. Un après-midi, alors que le soleil baignait la pelouse d'une lumière dorée, Marc proposa à Claire de l'accompagner dans la vieille roseraie, un coin du jardin rarement visité. Elle accepta sans savoir pourquoi. Ils marchèrent côte à côte, en silence. Lorsqu'ils atteignirent l'allée principale, bordée de rosiers anciens aux couleurs fanées, il s'arrêta et observa les buissons. C'était ici son endroit préféré, dit-il soudain, d'une voix presque inaudible. Claire se tourna vers lui, surprise. Il ne la regardait pas. Il fixait un point lointain, perdu dans un souvenir. Elle venait ici presque tous les matins, continua-t-il. Elle cueillait des pétales tombés, les gardait dans une boîte en fer qu'elle appelait son trésor. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait jamais mis les pieds dans cette partie du jardin, mais elle en connaissait l'odeur. C'était comme si une mémoire enfouie s'éveillait à travers ses narines. Elle s'agenouilla lentement, posa la main sur la terre humide et, sans réfléchir, retira quelques feuilles mortes pour dévoiler un petit rectangle de pierre presque enseveli. Un nom y était gravé, effacé par le temps. Claire. Marc, figé, s'agenouilla à son tour. Je l'ai fait sculpter après sa disparition. C'était une manière de ne pas oublier. Claire le regarda sans parler. Une émotion brûlait dans sa gorge. Elle comprenait, sans encore mettre de mots dessus, que cette douleur qu'elle percevait dans l'air du manoir, cette peine suspendue, venait d'un amour inachevé. Elle se releva lentement, essuya ses mains sales sur son pantalon et dit simplement « Elle devait beaucoup aimer cet endroit ». Marc hocha la tête. Il savait qu'il approchait d'une vérité qu'il ne contrôlait plus. Le visage de Claire, ses manières, ses silences, tout en elle, ramenait à la surface des souvenirs qu'il avait enfouis sous des couches de résignation et de souffrance. Mais il y avait aussi la peur. Et s'il se trompait, et si, aveuglé par la douleur, il projetait sur cette jeune femme ses espoirs les plus fous. Il avait déjà vécu des faux espoirs, des pistes sans issue, des photos envoyées par des détectives prétendant l'avoir retrouvée, toujours suivies par la déception cruelle de l'erreur. Il ne voulait pas revivre cela. Alors, il poursuivit son enquête silencieuse. Il alla dans l'ancienne chambre de sa fille, laissée intacte pendant plusieurs années, puis progressivement transformée en salle de lecture. Il en ressortit quelques objets. Un dessin d'enfant représentant un arbre et 2 personnages main dans la main. Une petite chaussure vernie, une peluche décolorée par le temps. Il les observa longuement, puis les rangea dans une boîte qu'il garda près de lui. Ces reliques lui servaient de point de comparaison, comme s'il voulait confronter le passé à ce présent incertain. Dans les jours qui suivirent, il continua à poser des questions indirectes à Claire. Il lui demanda si elle aimait les roses, si elle avait déjà vécu à la campagne, si elle se souvenait d'un jardin semblable. Elle répondit avec honnêteté, souvent par la négative, mais certaines fois, son regard se troublait. Elle avoua un jour qu'elle rêvait souvent d'un grand arbre au milieu d'un champ de fleurs, mais qu'elle ne savait pas si c'était réel ou le fruit de son imagination. Marc reconnut dans cette image l'ancien tilleul, abattu par une tempête des années plus tôt, qui se trouvait au centre de la pelouse sud, précisément à l'endroit où elle aimait jouer. Chaque détail s'accumulait. Chaque souvenir partagé faisait pencher la balance du doute vers la certitude. Pourtant, Marc ne disait rien. Il attendait la confirmation du laboratoire, la preuve ultime. Mais en lui, quelque chose avait déjà basculé. Il ne pouvait plus considérer Claire comme une simple inconnue. Une chaleur nouvelle s'était installée dans sa poitrine. Une émotion qu'il n'avait plus ressentie depuis des décennies, l'espérance. Claire, elle, vivait ses jours comme dans un rêve suspendu. Tout lui paraissait irréel, la beauté des lieux, la douceur inattendue des échanges, la sensation étrange d'être à la fois étrangère et chez elle. Elle ne savait pas ce que Marc soupçonnait. Elle ne comprenait pas pourquoi son regard s'adoucissait chaque jour un peu plus, pourquoi il lui parlait avec cette gravité pleine d'attente. Mais au fond d'elle, une conviction sourde grandissait. Quelque chose allait émerger, une vérité jusqu'alors enfouie, et rien ne serait plus jamais comme avant. Le calme qui régnait sur le domaine de la cour, construit sur le fil tendu de la discrétion et du silence, fut violemment rompu par une agitation inattendue, un matin pluvieux. Dès l'aube, alors que Claire préparait les outils pour nettoyer les bordures du jardin,
Elle entendit un murmure lointain, une rumeur inhabituelle venant de l'extérieur du portail. Ce n'était pas le chant des oiseaux, ni le grondement discret des véhicules du personnel, mais un bourdonnement plus nerveux, ponctué de voix et de bruits de caméra. Intriguée, elle s'approcha du perron principal, essuyant ses mains pleines de terre sur son pantalon, et fut aussitôt arrêtée par Jacques, qui la rattrapa par l'épaule. « Ne va pas là-bas », murmura-t-il avec une voix grave. « Ce ne sont pas des gens pour toi. » Claire fronça les sourcils, inquiète. Elle jeta un coup d'œil rapide au portail d'entrée, au-delà des arbres, et distingua des silhouettes agitées, des flashs crépitants, des micros tendus vers le vide, comme des antennes en quête d'un signal. Elle comprit aussitôt. Des journalistes. Elle ne savait pas comment ni pourquoi, mais ils étaient là. Le garde du portail tenta de les repousser, mais les voix se firent plus insistantes. Est-ce que Claire travaille bien ici? Est-il vrai qu'elle a été recueillie après avoir mendié devant le portail? Monsieur Delacour a-t-il adopté une inconnue? Est-ce que cette fille est sa fille disparue? Claire recula d'un pas, le visage livide. Elle sentit le sol se dérober sous elle. Elle n'avait jamais donné son nom à quiconque en dehors du personnel. Elle n'avait jamais parlé de sa vie. Elle n'avait jamais cherché à attirer l'attention. Et pourtant, son histoire, ou du moins une version falsifiée, venait de franchir les murs du domaine. À l'intérieur, Marc, réveillé par le tumulte, descendit les escaliers à grandes enjambées. Lorsqu'il ouvrit la porte, il vit Claire, tétanisée, les yeux grands ouverts, fixant la scène avec horreur. Elle semblait sur le point de fuir. Il s'approcha d'elle et posa sa main sur son épaule. Un geste simple, mais plein d'intention. « Reste ici », dit-il doucement. « Je vais m'en occuper. » Mais Claire fit un pas en arrière, secoua la tête et murmura « Je ne peux pas. Je ne peux pas supporter ça, ils vont tout gâcher. » Elle se retourna, prête à courir à travers le jardin, loin des caméras, loin de ce passé soudain exposé. Mais Marc la retint fermement. « Ce n'est pas le moment de fuir, Claire. Pas maintenant. » Elle se débattit, les larmes aux yeux. « Vous ne comprenez pas. Toute ma vie, j'ai fui les regards, les questions. J'ai toujours été invisible. Et maintenant, ils veulent me transformer en spectacle ?» Sa voix monta, brisée par la colère et la peur mêlée. « Je ne veux pas être l'histoire de quelqu'un d'autre. Je ne veux pas qu'on me regarde comme une curiosité. » Marc resta silencieux un instant. Il comprenait cette rage, cette angoisse de redevenir un objet, un sujet de conversation sans contrôle sur ses propres mots. Il avait vu des vies détruites par la presse, des visages figés sur papier glacé, sans que personne ne cherche à comprendre ce qu'il ressentait vraiment. « Je vais les faire partir, » promit-il, « et je ne laisserai personne raconter ton histoire à ta place. » Mais Claire ne l'écoutait plus. Elle tourna les talons et courut vers les serres. Elle avait besoin d'air, de silence, de retrouver cette solitude fragile qui l'avait protégée toutes ces années. Elle traversa le jardin en courant, ses pas brisant les flaques d'eau, ses mains serrées autour du collier dans sa poche. Marc, resté seul sur le perron, se tourna lentement vers le portail. Il inspira profondément, passa une main sur son front et s'avança vers les journalistes. Le garde ouvrit partiellement la grille et Marc se posta devant eux, droit, impassible, les bras croisés. « Je ne ferai aucun commentaire, » dit-il d'une voix ferme. « Vous êtes en train d'envahir une propriété privée. Reculez immédiatement ou je porterai plainte. » Mais les questions fusaient déjà de toutes parts. « C'est elle, n'est-ce pas? Votre fille disparue? Vous l'avez retrouvée? Comment l'avez-vous reconnue ?» Marc leva la main. « Cette jeune femme est sous ma protection. Si je découvre l'origine de cette fuite, les conséquences juridiques seront immédiates. » Un journaliste tenta de protester, mais Marc avait déjà tourné les talons. Il fit signe aux gardes de refermer le portail. Le bruit du métal claquant résonna comme un point final. De retour à l'intérieur, Marc s'effondra dans le fauteuil du salon. Il était fatigué, pas physiquement, mais moralement. Il avait espéré que les choses se déroulent autrement, dans l'intimité, sans cette violence du monde extérieur, sans que Claire soit réduite à une rumeur. Dans la serre, Claire était accroupie derrière un banc couvert de vignes, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle avait cru pendant un instant qu'elle pouvait peut-être rester ici, reconstruire quelque chose. Mais ce matin avait tout remis en question. Si le monde extérieur savait, il ne la laisserait jamais tranquille. Elle deviendrait un nom dans les journaux, une histoire vendue à la une, un visage que les autres s'approprieraient. Et cela, elle ne le supportait pas. Jacques,
qui avait vu la scène depuis les fenêtres du bureau de jardinage, s'approcha sans bruit. Il s'accroupit à ses côtés et posa une main rugueuse sur son épaule. Il y aura toujours des gens pour salir ce qu'ils ne comprennent pas, mais ça ne change rien à qui tu es. Claire ne répondit pas. Elle avait besoin de temps. Mais dans son cœur, une certitude fragile persistait. Malgré la tempête, quelque chose de précieux était en train de naître. Une vérité qu'aucun flash, aucune rumeur ne pourrait effacer. Le tonnerre gronda au loin lorsque la tempête s'abattit sur le domaine de la cour à la fin de l'après-midi. Les éclairs zébrèrent le ciel plombé, projetant des flashs fugitifs à travers les vitres du manoir. Claire, encore secouée par la confrontation avec la presse, avait trouvé refuge dans le sous-sol du potager. Le vent sifflait entre les interstices de la porte en bois et la lumière vacillante d'une vieille lampe à huile baignait les murs de pierre humide. Chaque goutte d'eau qui ruisselait du plafond semblait chanter une mélodie ancienne, celle du passé enfoui sous les fondations mêmes de la demeure. Elle s'était aventurée là, non pas pour fuir la tempête seulement, mais pour retrouver un silence absolu. Le sous-sol, encombré d'objets antiques, de vieux outils recouverts de poussière, de caisses vermoulues rangées dans l'ombre, offrait une solitude rare, dépourvue des regards du monde. Une solitude néanmoins lourde de mystère. Elle avança prudemment entre les piles chaotiques de vieux meubles, écartant les toiles d'araignée, ses doigts effleurant des surfaces gravées de crasse et de temps oubliés. À chaque pas, son esprit revenait au collier, à la lettre possible, à cette sensation que quelque chose d'essentiel était encore dissimulé ici. Soudain, parmi des objets empilés, elle aperçut un coffre de bois ancien, fermé par une loquet de fer. L'air autour semblait vibrer. Elle posa la main sur le couvercle, hésita puis l'ouvrit lentement. À l'intérieur, plusieurs piles de papier, des photos jaunies, un étui en cuir vieilli. Elle s'empara d'un des documents. Il s'agissait d'une lettre, pliée avec soin, encore attachée par un ruban fané. Les mots étaient écrits à l'encre brune, élégants, tremblants à certains endroits, comme s'ils étaient tracés avec les mains d'une femme malade. Elle déplia la lettre avec précaution, posant les yeux sur les premières lignes. « Mon cher Marc, si jamais tu lis ces mots, sache que mon cœur saigne en ton absence. » Le nom de Claire ne figurait pas dans les premières phrases, mais l'émotion déchirante transparaissait déjà. Elle continua à lire les phrases écrites avec la douleur d'une mère séparée de sa fille. La lettre révélait que la mère biologique avait quitté la propriété avec l'enfant pour échapper à une situation intenable. Une dispute grave éclatait dans la nuit, des accusations silencieuses et un désir irrésistible de protéger celle qu'elle portait. Puis l'extrait mentionnait le prénom de la fillette, Claire. « Je ne peux pas te la rendre tant que je ne suis pas certaine qu'elle sera en sécurité. Si jamais le silence devient ma seule arme pour la protéger, je la porterai avec moi jusqu'à ce que je sache que ton cœur pourra l'accueillir sans blessure. » Les mots s'interrompaient. La lettre n'était pas complète. Elle terminait par une signature tremblée. « Avec tout mon amour, t'as toujours dévoué, Sophie. » Claire sentit les larmes monter alors qu'elle repliait la lettre, tremblante. Tous ces silences, ces mystères, ces ombres de secrets suffocants trouvaient enfin un visage, une voix, un nom, Sophie, la mère dont elle ignorait l'existence. Le premier mot gracieux qu'elle découvrait de cette femme meurtrie. Le document posait une nouvelle question. Pourquoi la lettre avait-elle été rangée, oubliée, cachée dans le sous-sol? Quelles mains l'y avaient placée? Et quels autres mots demeuraient encore invisibles dans ces boîtes empoussiérées? Elle continua d'explorer le sous-sol, cherchant d'autres indices. Une petite boîte à musique grinça lorsque Claire l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une photographie en noir et blanc montrant une femme tenant un enfant de 3 ans par la main, debout devant une haie. Elle reconnut la silhouette du jardin et un visage enfantin qu'elle avait déjà vu sur le portrait dans le bureau de Marc. Elle était encore petite, trop jeune peut-être pour se souvenir consciemment, mais l'image déclenchait quelque chose de profond. Elle serra la photo contre son cœur, sentant un lien impossible à ignorer. Le dessous du cadre, soigneusement griffonné, portait une date, 2003, 22 ans auparavant. L'âge possible de sa présence au domaine, si elle était réellement la fille de Marc. Elle passa de longues minutes à replier soigneusement la lettre et la photographie, les rangeant précieusement dans sa poche intérieure. Elle savait qu'elle devait les montrer, mais elle avait besoin de temps avant de le faire, avant de comprendre pleinement ce qu'elle remettait en marche. Le monde extérieur grondait encore au-dessus, mais dans ce sous-sol,
Dans cette obscurité calme, une vérité se révélait, palpitante et fragile. À l'étage, dans son bureau, Marc consulta ses courriels frénétiquement. Pas de réponse pour l'instant. Il en avait reçu des dizaines de chefs d'entreprise, des assistants lui rappelant des réunions, des photographes anonymes cherchant un angle. Il s'étouffait sous le poids de l'actualité. Pourtant, quelque chose clochait. Une sensation de trahison. On avait violé la discrétion du domaine. Il se leva brusquement, mit un frein à toutes les communications, ordonna aux portes de rester fermées, aux mots de rester cachés, aux regards de ne pénétrer aucune pièce. Il jura de retrouver celui qui avait vendu l'histoire à la presse. Il jura de protéger Claire à tout prix, y compris de sa propre vérité s'il le fallait. Pendant ce temps, Claire sortit du sous-sol comme d'un rêve long et douloureux. Elle tenait la lettre à deux mains. Elle sortit dans le jardin où la pluie avait cessé. L'air était dense, chargé de l'odeur des fleurs humides et de la terre. Elle chercha Marc du regard, ne sachant pas comment lui parler. Elle savait que bientôt tout basculerait, qu'un moment décisif approchait, à la fois redouté et espéré. Le secret venait de se briser et elle avait la lettre comme clé. Le matin s'annonça sans éclat. Le ciel d'un gris terne n'offrait ni espoir ni menace, mais enveloppait le domaine d'un voile d'indifférence apparente, comme pour ne pas influencer les événements qui allaient pas s'y dérouler. Marc se leva tôt. Il n'avait presque pas dormi. Toute la nuit, il avait marché dans les couloirs de la maison, dans les allées humides du jardin, répétant mentalement les mots qu'il pourrait dire si la vérité lui était révélée. La vérité scientifique, celle qui ne laisse pas de place au doute. Le téléphone vibra peu avant 8 heures, alors qu'il se trouvait dans son bureau, le regard figé sur une photo ancienne posée sur le rebord de la fenêtre. Il décrocha d'une main tremblante. Au bout du fil, la voix du médecin était neutre, professionnelle, presque insensible à la tension du moment. Le document avait été envoyé par courriel, disait-il. Le fichier était en pièces jointes. Marc remercia brièvement, puis raccrocha sans un mot de plus. Il ouvrit son ordinateur, cliqua sur le courriel et resta figé devant la première ligne du rapport. Résultat positif à 99,9%. Il sentit sa gorge se nouer. Ses yeux parcouraient le texte sans vraiment le lire, les chiffres s'effaçant dans un brouillard de pensées. Le verdict était sans appel. Claire était sa fille, celle qu'il avait cru perdue à jamais, celle qu'il avait pleurée, cherchée, maudite, espérée, sans jamais l'oublier. Elle avait été sous son toit, si proche, sans qu'il ose y croire complètement. Et maintenant, il le savait, officiellement, biologiquement, définitivement. Une partie de lui aurait voulu crier, tomber à genoux, hurler à la vie qu'elle lui offrait une seconde chance. Mais une autre, plus prudente, plus blessée, savait que le plus dur commençait maintenant. Il imprima la page. Le bruit de l'imprimante résonna comme une détonation dans le silence du bureau. Il plia le papier et le glissa dans sa poche intérieure. Puis il sortit de la pièce, descendit les escaliers et traversa la maison à grandes enjambées. Dans le jardin, il demanda à Jacques où Claire se trouvait. Le vieux jardinier, qui savait déjà, montra la serre d'un signe discret. Marc s'y dirigea sans attendre. Claire, penchée sur une table de rempotage, n'entendit pas ses pas. Elle était plongée dans une tâche répétitive, presque automatique, qui lui permettait de ne pas penser. Elle avait dans sa poche la lettre de sa mère, lue et relue toute la nuit. Elle savait que le moment approchait. Et pourtant, lorsqu'elle entendit la voix de Marc, son cœur se serra violemment. Claire, elle se retourna lentement. Il était là, debout, le regard grave, les traits tirés. Il sortit le papier de sa poche, sans un mot, et le lui tendit. Elle le prit, les mains tremblantes, les yeux cherchant une explication dans les siens. Elle déplia le document, lut rapidement les premières lignes, puis leva les yeux. « C'est vrai ?» murmura-t-elle. « Vous êtes mon père ?» Il hocha la tête, incapable de parler. La tension, l'émotion, l'absurdité du moment le paralysaient. Elle baissa les yeux vers le papier, puis le replia avec soin. « Vous avez fait ce test sans me dire « Je devais en être certain », dit-il enfin. « Je devais savoir. » Elle recula d'un pas, puis d'un autre. Il n'y avait pas de colère dans ses gestes, mais une confusion douloureuse. « Et maintenant, vous attendez quoi? Que je vous saute dans les bras? Que je vous appelle papa ?» Marc ouvrit la bouche, puis la referma. Ce n'était pas le moment d'imposer quoi que ce soit. Il le comprenait. Il le sentait dans sa chair. Elle avait grandi sans lui. Elle avait vécu une vie qu'il n'avait pas partagée. Elle ne lui devait rien. Et pourtant,
Elle était là. Non, Claire, je n'attends rien. Rien que ce que tu pourras donner. À ton rythme, comme tu veux. Elle ferma les yeux un instant. Puis, elle sortit de sa poche la lettre trouvée au sous-sol. Elle la lui tendit, sans un mot. Marc la prit avec précaution, lut les premières lignes. Son souffle se coupa. Il reconnut l'écriture. Il reconnut le style. C'était Sophie. Elle aussi, malgré la fuite, avait laissé une trace, une explication. Un mot d'amour. Il serra le papier contre lui, incapable de retenir les larmes. Elle avait peur, murmura Claire. Elle voulait me protéger, mais elle voulait aussi que vous sachiez. Et je n'ai jamais compris. J'ai cru qu'elle m'avait trahi, qu'elle m'avait enlevé ma fille par vengeance. Ils restèrent là, face à face, un père et une fille que le monde avait séparés trop tôt, que le hasard avait réunis trop tard, mais que l'amour, lentement, timidement, commençait à recoller. Il n'y eut pas d'accolade, pas de mots solennels. Seulement ce silence partagé, dense, chargé de regrets, de douleurs, mais aussi d'une promesse, celle de ne plus fuir, celle de rester, celle de construire. Quand ils quittèrent la serre, le ciel s'était éclairci, le vent avait chassé les nuages. Le domaine de la cour, après des années d'ombre, respirait à nouveau. Le lendemain du dévoilement, la maison de la cour ne ressemblait plus à ce qu'elle avait été. Chaque pièce semblait chargée d'un poids nouveau, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu la confession silencieuse de la veille. Le personnel agissait avec une prudence inhabituelle, évitant les questions, évitant les regards. Tous savaient, sans qu'un mot n'ait été prononcé, que quelque chose de fondamental avait changé. Marc et Claire ne s'étaient presque pas parlé depuis le moment dans la serre, mais une tension douce, une attente fragile, planait entre eux. Ce matin-là, Claire s'assit seule dans le salon d'hiver. Le soleil filtré par les rideaux blancs baignait la pièce d'une clarté paisible. Elle tenait entre ses mains une tasse de thé, mais ne buvait pas. Elle pensait à cette lettre, à ce collier, à cet homme qu'elle ne connaissait pas vraiment, mais qui était désormais lié à elle par quelque chose d'inexplicable. Une filiation biologique, oui, mais aussi une faille commune, une douleur que chacun portait sans avoir pu la nommer jusqu'alors. Marc la rejoignit sans un mot. Il s'assit dans le fauteuil en face d'elle, posa doucement sur la table basse une petite boîte de bois. Claire leva les yeux vers lui sans parler. Il ouvrit la boîte et en sortit plusieurs photographies anciennes. Des clichés d'un autre temps, où l'on voyait une femme au sourire tendre, un homme plus jeune, moins fermé, et une petite fille aux boucles brunes. « Elle s'appelait Sophie », dit-il enfin, la voix rauque. « On s'est rencontrés à la fac. Elle étudiait les lettres, moi l'économie. On n'était pas fait pour durer, mais on est restés ensemble plus de 5 ans. Et puis un jour, elle est tombée enceinte. » Il prit une pause, le regard perdu dans les souvenirs. Au début, c'était merveilleux. Elle voulait cette vie, cette maison, ce jardin. Elle voulait une fille. Elle a choisi ton prénom, Claire. Je me souviens du jour où elle l'a inscrit dans un carnet comme un secret qu'elle s'offrait à elle-même. On était heureux, je crois. Vraiment. Claire l'écoutait en silence, le cœur serré. Et après, murmura-t-elle, après, il y a eu des fissures. Elle se sentait prisonnière ici. Je travaillais beaucoup. Trop. Je pensais que l'argent, la sécurité, tout ça suffisait. Mais elle avait besoin d'air, de poésie, de mots doux. Je n'étais pas cet homme-là. Alors, on s'est éloigné, lentement, doucement, jusqu'à ce que tout devienne silence. Il reprit une photo entre ses doigts, la contempla longuement. Un soir, on s'est disputé, pour une broutille, mais les mots sont sortis avec une violence que je ne soupçonnais pas. Je lui ai dit des choses dures. Elle aussi. Le lendemain, elle était partie. Toi avec elle, sans laisser de traces. Claire sentit une larme couler sur sa joue qu'elle ne tenta pas d'essuyer. Tu as essayé de nous retrouver? Bien sûr. J'ai engagé des détectives. J'ai contacté la police. J'ai distribué des photos, fait publier des avis. Rien. C'était comme si vous aviez disparu. Une partie de moi croyait qu'elle allait revenir, que c'était temporaire. Mais les jours sont devenus des semaines, les semaines des années. Et le silence s'est installé. Il serra les poings. Et puis, j'ai appris qu'elle était morte. Un accident. C'était il y a environ 15 ans. Un incendie dans un immeuble. Le corps a été identifié, mais il n'y avait aucune mention d'un enfant. Claire hoqueta. Elle est morte seule. Elle ne vous a jamais écrit avant. Je n'ai rien reçu. Pas une lettre, pas un appel.
Je pensais que tu étais morte avec elle, et j'ai dû apprendre à vivre avec ça. » Il leva les yeux vers elle. « Jusqu'à ce que tu apparaisses devant ce portail, un matin. » Claire inspira profondément, tentant d'assimiler le poids de ce passé. « Moi, je ne me souviens de rien avant mes 6 ans. On m'a dit qu'on m'avait trouvé devant un refuge, seul, avec un collier. Je n'ai jamais su qui j'étais. J'ai changé de famille d'accueil plusieurs fois. Toujours entre les services sociaux, les foyers, les nouvelles écoles. J'ai grandi en croyant que je ne valais rien, que je venais de nulle part. » Elle prit une longue pause, puis dit d'une voix plus douce, « Et maintenant, je comprends que je venais de quelque part, d'ici, de vous. » Marc sentit un frisson le traverser. Il tendit la main, mais n'osa pas la poser sur elle. Elle le vit et fit le geste de combler le vide. Elle posa ses doigts sur les siens. Ce n'était pas une réconciliation, ni une promesse. C'était un pont fragile tendu entre 2 êtres blessés. Ils restèrent ainsi, main dans la main, pendant plusieurs minutes. Le silence n'était plus pesant. Il était plein, chargé de sens. Marc murmura, comme un aveu, « Je ne sais pas comment être père. Je ne l'ai jamais été vraiment. Et moi, je ne sais pas comment être fille. » Ils échangèrent un regard, plein de tendresse timide. « Alors, on apprendra ensemble, » dit-elle. Le vent souffla à travers les rideaux. Le jardin à l'extérieur baignait dans une lumière nouvelle. Rien n'était encore réparé. Mais quelque chose, enfin, avait commencé à guérir. Les jours qui suivirent furent à la fois doux et maladroits, faits de silences partagés, de gestes hésitants et de conversations inachevées. La vérité désormais révélée, le manoir ne résonnait plus des mêmes échos. Ce n'était plus la solitude de Marc, ni l'errance silencieuse de Claire, mais une nouvelle forme de cohabitation, presque une danse, entre 2 êtres qui tentaient de s'apprivoiser lentement. Marc, homme méthodique, rigide par habitude, dut réapprendre à être spontané. Lui qui avait passé plus de 20 ans à organiser sa vie comme un échiquier parfait, sans pièce de rechange, découvrait l'inattendu d'une présence vivante, mouvante, pleine de doutes et de contradictions. Claire, de son côté, restait sur ses gardes. Elle n'avait jamais connu la stabilité. Toute tentative de relation dans son passé s'était soldée par l'abandon ou le conflit. Elle avait appris à ne compter que sur elle-même, et chaque geste de gentillesse la surprenait autant qu'il la déstabilisait. Mais il y eut, très tôt, un terrain neutre sur lequel ils purent se rejoindre, le jardin. Marc, qui avait toujours confié son entretien à des professionnels, n'avait jamais mis les mains dans la terre. Claire, en revanche, y trouvait un apaisement sincère. Alors, lorsqu'un matin elle proposa de replanter les massifs autour de la fontaine centrale, il accepta sans discuter. Il l'observa travailler, les manches retroussées, le regard concentré, les gestes sûrs. Elle lui tendit une pelle, presque sans le regarder, et il comprit que c'était une invitation à la confiance. Ce furent d'abord de simples tâches côte à côte, en silence, puis de petits commentaires échangés, des sourires esquissés, des souvenirs évoqués en demi-teinte. Elle lui raconta une nuit passée à dormir sur un banc public par temps de neige. Il lui parla d'un été où la petite Claire, 3 ans à peine, s'était assise dans la boue avec une dignité royale, en déclarant qu'elle faisait une soupe de fleurs pour les grenouilles. Il riait parfois, pleurait aussi sans le dire. L'émotion était là, dans le regard, dans la posture, dans les silences remplis. Il ne forçait rien. Marc s'imposait de ne pas aller trop vite. Il craignait d'envahir, de projeter sur Claire une image idéalisée de sa fille perdue. Il voulait apprendre à connaître cette jeune femme telle qu'elle était devenue, et non telle qu'il l'avait laissée. Elle, de son côté, luttait contre le besoin de fuir dès que la tendresse devenait trop forte. Elle voulait rester, mais elle avait peur de s'attacher à ce qu'elle pourrait encore perdre. Un soir, alors qu'il terminait de planter un rosier grimpant, Claire s'assit dans l'herbe, fatiguée. Marc la rejoignit, et elle dit, d'une voix presque enfantine, « Est-ce que c'est normal d'avoir peur même quand tout va bien ?» Il la regarda, surpris. « Oui, dit-il, c'est peut-être même la preuve que ça va vraiment bien, parce que ça compte. » Elle hocha la tête. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Ils restèrent là jusqu'à ce que la lumière décline. Le personnel peu à peu s'adapta à cette nouvelle dynamique. La cuisinière, discrète mais attentive, commença à préparer les plats préférés de Claire dès qu'elle découvrait ses goûts. Jacques, le vieux jardinier, montra à Marc comment tailler les haies, avec un plaisir à peine dissimulé. Et la maison, longtemps silencieuse, retrouva une forme de vie.
On entendait de la musique, parfois, dans la bibliothèque. Des éclats de voix, des discussions autour du dîner, des portes qui claquaient non plus par colère, mais par simple distraction. Une nouvelle habitude s'installa aussi. Le samedi après-midi, Claire et Marc travaillaient ensemble dans le potager. Ce rituel devint un point d'ancrage. Ce jour-là, ils ne parlaient pas de l'avant, ni du test ADN, ni des années perdues. Ils parlaient des tomates qui poussaient mal, des abeilles qui se multipliaient, de la pluie prévue ou non. Et ces échanges simples leur permettèrent de se construire, pas à pas, une mémoire commune. Mais tout n'était pas facile. Certains soirs, Claire disparaissait pendant des heures, marchant seule dans le domaine ou s'enfermant dans sa chambre. Marc respectait ses silences, mais il veillait, toujours. Il laissait parfois une tasse de thé devant sa porte, un livre qu'elle pourrait aimer, un mot bref sur une feuille de papier. Elle ne répondait pas toujours, mais elle savait qu'il était là. Un jour, elle entra dans son bureau sans prévenir et demanda « Vous m'auriez cherché combien de temps si vous aviez su que j'étais en vie ?» Il releva les yeux de ses papiers. « Toute ma vie, Claire, jusqu'au dernier souffle. » Elle ne dit rien. Elle ressortit. Mais ce soir-là, elle le prit dans ses bras pour la première fois. Le jardin autour de la maison changeait lui aussi. Les fleurs semblaient plus vives, les haies plus hautes, les sentiers mieux dessinés. Claire y passait des heures, à tailler, replanter, arroser. Elle s'y sentait utile. Elle y mettait de l'ordre, comme dans sa vie. Et Marc, souvent, la regardait de loin, sans intervenir. Il la laissait faire. Il comprenait que ce jardin, désormais, était aussi le sien, qu'elle le soignait comme elle se soignait elle-même. Et parfois, très tôt le matin, avant que la maison ne s'éveille, il la voyait assise près du vieux chêne, le regard perdu vers l'horizon. Il n'allait pas la déranger. Il savait que ces instants lui appartenaient, mais il se tenait toujours prêt à l'accueillir quand elle reviendrait vers lui, parce qu'il ne voulait plus jamais manquer un seul de ses retours. Le jour s'annonça clair et sans vent, comme si la nature elle-même avait décidé d'accorder une pause à tout ce qui avait été brisé, égaré, écarté du bonheur. Dans le jardin de la maison de la cour, les jardiniers s'activaient dès les premières heures, guidés par Claire qui dirigeait les préparatifs avec une efficacité naturelle. Marc, depuis la fenêtre de son bureau, observait sa fille en silence, touché par la manière dont elle avançait entre les fleurs, vérifiait chaque banc, ajustait les lanternes suspendues dans les arbres. Ce jour-là, il n'y aurait ni caméra, ni journaliste, ni discours formel. Seulement un cercle de gens choisis, réunis pour une cérémonie qui n'avait rien d'officiel mais tout d'essentiel. Le jardin avait été transformé. Là où l'herbe avait poussé librement pendant des années, Claire avait dessiné un chemin sinueux de gravier blanc, bordé de lavandes et de petites lanternes en verre. Les massifs de roses avaient été nettoyés, les allées désherbées, les haies taillées avec une précision artistique. Au centre, une petite scène en bois avait été montée, simplement décorée de feuilles de vigne et de fleurs des champs. C'était là que Marc allait prendre la parole. Lorsque les invités commencèrent à arriver, des amis de longue date, des employés fidèles, quelques partenaires discrets, ils furent accueillis avec des sourires calmes et des gestes simples. Personne ne savait exactement pourquoi ils avaient été conviés. L'invitation parlait d'un rassemblement informel, d'un moment de gratitude et de partage. Mais tous sentaient que quelque chose de profond allait être dévoilé. Claire portait une robe en lin clair, simple, sans ornement, mais qui la faisait rayonner d'une lumière tranquille. Elle avait attaché ses cheveux en une tresse lâche et portait autour du cou les deux moitiés du collier désormais réunies. Ce détail n'échappa à personne, bien que nul n'osât poser de questions. Marc, vêtu d'un costume gris sobre, s'avança lentement jusqu'à la scène, tandis que les conversations s'apaisaient. Le silence se fit sans qu'aucun mot ne soit prononcé. Il resta un moment immobile, les mains croisées devant lui, puis leva les yeux vers l'assemblée. « Merci d'être venu, commença-t-il. Si je vous ai réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour parler d'affaires, ni pour inaugurer un nouveau projet. Ce jardin, vous le connaissez depuis des années. Certains l'ont vu naître, d'autres l'ont vu faner. Aujourd'hui, je vous demande de le regarder comme je le vois en ce moment, non pas comme un décor, mais comme un cœur. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Pendant longtemps, j'ai cru que ce jardin était devenu une coquille vide. J'y ai marché seul, j'y ai attendu des réponses, j'y ai enterré des espoirs. Mais un jour, une jeune femme est arrivée à ce portail. Elle ne demandait rien d'autre qu'un peu de nourriture. Je l'ai regardée.
Et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je croyais perdu. Il tourna lentement la tête vers Claire qui le regardait, debout au bord de la Seine. « Aujourd'hui, je veux vous dire à tous que cette jeune femme est ma fille que j'ai cherchée, que j'ai pleurée, que j'ai cru morte pendant plus de 20 ans. » Un frisson parcourut les invités. Certains portèrent la main à leur bouche, d'autres échangèrent des regards sidérés. Mais tous restaient silencieux, figés par la puissance de ce qui venait d'être révélé. Marc poursuivit, la voix légèrement tremblante. « Elle a grandi loin de moi, sans protection, sans réponse. Mais elle est restée droite, forte, digne. Et c'est elle qui a redonné vie à ce jardin. C'est elle qui m'a ramené ici, à l'essentiel, à la vérité. » Il tendit la main vers Claire, sans mots. Elle monta lentement sur la scène, et lorsqu'elle posa sa main dans la sienne, un souffle collectif traversa les rangs des invités. Elle prit une inspiration, puis dit, d'une voix claire, « Je ne sais pas encore ce que signifie être une fille, et je ne sais pas si un jour je saurai, mais je sais que je suis là, et que cet homme qui m'a ouvert sa porte sans savoir qui j'étais, m'a laissé l'espace pour comprendre d'où je venais, et pour commencer à choisir où je vais. » Un silence respectueux suivit ces mots. Puis, lentement, les invités se levèrent et applaudirent, sans excès, sans agitation. C'était un applaudissement sincère, contenu, plein d'émotion. Après la cérémonie, un petit buffet avait été dressé sous les arbres. On servait des fruits frais, des tartes, des infusions maison. Claire circulait entre les groupes, saluant timidement, acceptant les félicitations avec modestie. Marc, lui, restait en retrait, observant. Il savait que la route serait longue. Il savait qu'il ne pourrait pas rattraper le temps perdu. Mais il avait compris une chose essentielle. On ne reconstruit pas une relation comme on reconstruit un mur. Il ne s'agissait pas de ciment, mais de lumière, de présence. En fin de journée, alors que les derniers invités quittèrent le domaine, Claire et Marc restèrent dans le jardin, seuls, à contempler les lanternes qui s'éteignaient lentement. Elle se tourna vers lui et dans un murmure dit simplement « Merci de ne pas avoir abandonné, même quand tout semblait perdu. » Il serra doucement sa main. « Merci d'être revenu. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était rempli de tout ce qu'il n'avait pas besoin de dire, de tout ce qui, enfin, n'était plus à expliquer. Le jardin, témoin silencieux de leurs blessures, devenait désormais le lieu vivant de leur renaissance.